Les enfants du monde maudit. Prologue, le dernier message. Le sang de l'Orax n'était pas rouge. Tandis qu'il s'écoulait de sa tempe fendue, il formait des arabesques bleutées sur le sol de cristal fracturé. Autour de lui, les tours de communication de Serenia Prima s'effondraient une à une sous les salves incandescentes. Le hurlement des sirènes se mêlait aux cris des mourants. Il rampa vers la console, ses 4 doigts tremblants effleurant les commandes. Dans 20 minutes, peut-être moins, les vaisseaux Vorak achèveraient leur bombardement orbital. Dans 1 heure, sa civilisation n'existerait plus que dans les archives galactiques. Un seul message, pensa-t-il. Une seule chance. Ses mains dansèrent sur l'interface. Le réseau galactique s'illumina comme une toile d'araignée cosmique, reliant des milliers de mondes dans un réseau de lumière et d'information. Il activa la fréquence d'urgence universelle, celle qu'on n'utilisait qu'en cas d'extinction imminente. Ici l'ambassadeur Lorax du peuple zélien. Sa voix se brisa. Il prit une inspiration douloureuse. Nous ne demandons pas votre pitié. Nous ne demandons pas vos prières. Nous demandons vos armes. Vos soldats. Votre courage. 12 de nos colonies sont en cendres. 3 milliards de vies éteintes. Et nous ne savons pas comment arrêter la mort. Le plafond trembla. De la poussière de cristal tomba comme de la neige phosphorescente. Si quelqu'un dans cette galaxie possède encore un cœur qui bat pour autre chose que le profit et la survie, venez. Venez avant que nous ne devenions qu'un avertissement dans vos manuels d'histoire. Il pressa le bouton d'envoi. Le signal jaillit dans l'espace, invisible mais implacable, portant avec lui le poids du désespoir. L'Orax s'effondra contre la console. Par la baie vitrée éventrée, il voyait les étoiles. Quelque part là-haut, quelqu'un écoutait peut-être. Mais qui viendrait sauver des étrangers? Première partie, le silence des étoiles. Chapitre 1, les refus polis. Le message traversa la galaxie à la vitesse de la lumière, rebondissant sur les stations relais comme une pierre sur l'eau. Sur la planète Alteria, dans la salle du conseil octogonal où flottaient les hologrammes des sages, le silence s'installa après la diffusion. Le premier conseiller Talos, créature éthérée dont le corps translucide ondulait comme de la fumée solidifiée, leva une main vaporeuse. Nous connaissons ce scénario. L'Empire Vorak a conquis 47 mondes en une décennie. Chaque fois, les victimes appellent à l'aide. Chaque fois, ceux qui répondent deviennent les suivants sur la liste. Mais ce sont des êtres sensibles, protesta une voix jeune au fond de l'assemblée. Des milliards. Des milliards qui mourront que nous intervenions ou non, coupa Talos. La tristesse dans sa voix était authentique, ce qui la rendait plus terrible encore. Notre République a survécu 3000 ans en évitant les guerres d'autrui. Nous ne changerons pas nos principes pour une cause perdue. Le vote fut unanime. Le message de refus fut rédigé avec une compassion bureaucratique parfaite, chaque mot choisi pour exprimer de la sympathie tout en ne promettant rien. Sur Nixara, monde de cristal où vivaient des êtres de silicium pur, la réponse fut différente mais le résultat identique. La matrice collective délibéra pendant exactement 4,7 secondes avant de conclure que l'équation tactique ne permettait aucune victoire probable. Nos simulations montrent 96,5% de probabilité d'échec militaire, résonna la voix multiple de la matrice. Nous offrirons une assistance humanitaire. Rien de plus. Dans les profondeurs océaniques de Thalassa, le Conseil des courants écouta le message à travers des traducteurs aquatiques. Les êtres bioluminescents qui gouvernaient les mers infinies de leur monde ressentirent une tristesse profonde et ancienne. Nous accueillerons leurs réfugiés, chanta la mer des eaux. Nous guérirons leurs blessés. Mais nous ne pouvons envoyer nos vaisseaux dans une guerre que nous ne comprenons pas. Notre peuple n'a jamais connu la violence terrestre. Comment pourrions-nous la pratiquer? Un par un, les refus arrivèrent. Chacun avec ses raisons. Chacun valide à sa manière. Les Vorak insectoïdes étaient trop loin. Les Luminars, êtres d'énergie pure, ne comprenaient pas le concept de frontière territoriale. Les Cariens, civilisation de commerçants, calculèrent que le coût dépasserait tout bénéfice potentiel. Personne ne dit non par cruauté.
Tous disaient non par pragmatisme, par peur, par une froide évaluation des probabilités de survie. Dans la grande salle du conseil sur Serenia Prima, la conseillère en chef Lyra lisait les messages à voix haute. Sa peau bleutée avait pris une teinte grisâtre. Ses yeux dorés, normalement brillants, semblaient ternes. Même les Voltiens refusent, murmura-t-elle en posant la dernière tablette holographique. Eux qui se vantent d'être les arbitres moraux de la galaxie. Le ministre de la Défense Kael frappa du poing sur la table, un geste impensable en temps normal pour leur espèce pacifique. Alors nous mourrons seuls. Comme tant d'autres avant nous. Lorax, le bandage autour de sa tête encore taché de bleu, ferma les yeux. Peut-être que nous méritons ce sort. Nous aussi, nous avons ignoré les appels à l'aide par le passé. Quand les Keltans furent attaqués il y a 20 ans, qu'avons-nous fait? Nous avons envoyé des vivres et des vœux de paix. C'est différent, protesta Lyra, mais sa voix manquait de conviction. Non, dit Lorax doucement. C'est exactement pareil. Le silence tomba sur la salle. À travers les fenêtres réparées à la hâte, ils voyaient les chantiers de reconstruction. Mais à quoi bon reconstruire ce qui serait détruit dans quelques jours? Combien de temps avant qu'ils n'atteignent la planète mère? Demanda Kael. 6 jours, répondit le coordinateur militaire Vex. 7 si nous sommes chanceux. Lyra se leva lentement. Alors nous avons 6 jours pour apprendre à mourir avec dignité. Chapitre 2, Le monde maudit. L'USS Ranger dérivait à la lisière d'un système stellaire sans nom quand le signal frappa ses récepteurs. Le capitaine Julien Morand était dans sa cabine, relisant pour la 100e fois une lettre de sa fille de 8 ans. « Papa, quand est-ce que tu reviens? Les autres enfants disent que l'espace est dangereux. Tu es en sécurité? » Il n'avait pas le cœur de lui dire que l'espace n'était pas dangereux. C'était tout le reste qu'il était. « Capitaine Morand, vous devriez venir sur la passerelle. » La voix de l'officier de communication Léa Park tremblait légèrement. Morand replia soigneusement la lettre et se dirigea vers la passerelle. Le Ranger n'était qu'un vaisseau d'exploration de classe moyenne, pas un bâtiment de guerre. Son équipage de 43 personnes était composé de scientifiques, de techniciens, de cartographes. Des gens ordinaires faisant un travail extraordinaire loin de chez eux. « Qu'est-ce qu'on a, Léa ?» Léa fit apparaître l'hologramme audio. La voix de Lorax emplit la passerelle, chargée d'un désespoir si palpable que plusieurs membres d'équipage détournèrent le regard. Quand le message se termina, Morand resta immobile un long moment. Autour de lui, la passerelle était silencieuse. Seul le bourdonnement des systèmes informatiques troublait le calme. « Montrez-moi notre position par rapport à ce système zélien, ordonna-t-il finalement. L'ingénieur en chef Ryan Cross fit apparaître une carte stellaire. 8 jours de voyage en hyperespace. Nous pourrions y être dans une semaine. Et ensuite? La voix du docteur Amélie Stone était douce mais directe. Nous sommes un vaisseau d'exploration, Julien. Nous n'avons même pas de blindage militaire. Je sais. Morand se tourna vers l'officier tactique Ben Taylor. Ben, peux-tu établir une liaison cryptée avec le commandement de la défense terrestre? Taylor fronça les sourcils. Ça va prendre plusieurs minutes. Le délai de transmission. Fais-le. Pendant que la transmission traversait les années-lumière, Morand retourna dans sa cabine. Il regarda de nouveau la lettre de sa fille. Tu es en sécurité? Il pensa aux 3 milliards de Zéliens morts. Combien d'entre eux avaient des enfants qui posaient la même question? La réponse vint plus vite que prévu. L'amiral Hélène Vasseur n'avait pas dormi correctement depuis 3 jours. Dans son bureau de la station lunaire Tixo, elle supervisait simultanément une douzaine d'opérations de routine. L'expansion humaine dans l'espace était encore fragile, chaque vaisseau précieux, chaque vie irremplaçable. Quand le message de Morand arriva, elle le lut 3 fois. Puis elle s'enfonça dans son fauteuil et regarda la Terre par sa fenêtre. Un globe bleu et blanc, magnifique et mortel. Un monde de classe 12, disait la classification galactique. Planète de la mort. Elle se souvenait de sa première rencontre avec un ambassadeur altarien, 5 ans plus tôt.
La créature translucide avait reculé avec horreur en apprenant d'où venaient les humains. « Vous vivez là-bas » avait-il bégayé. « Sur une planète où l'atmosphère est toxique pour la plupart des formes de vie ? Où les micro-organismes peuvent tuer en quelques heures ? Où les conditions météorologiques détruisent régulièrement des structures permanentes ?» Vasseur se souvenait de son sourire. « Nous appelons ça la maison. » Maintenant, ce statut de paria cosmique pourrait avoir une utilité. Elle composa un code sur son interface. Général Stone, Amiral Sullivan, Colonel Webb. Bureau de la station Tixo. Urgence Alpha. Le conseil de défense se réunit dans une salle hermétique enfouie sous 2 km de roches dans les Rocheuses. Vasseur projeta l'hologramme du message zélien, puis les réponses des autres civilisations galactiques. 37 espèces contactées, résuma TL. 37 refus. Le général Richard Stone, un homme massif dont les mains portaient les cicatrices de combats oubliés, grogna. « Laisse-moi deviner. Ils sont tous trop occupés, trop loin, ou trop civilisés pour se salir les mains. » En substance. Vasseur fit apparaître les données sur l'Empire Vorak. 47 mondes conquis. Estimation de 200 milliards de morts sur les 10 dernières années. Leur méthode est simple, ils arrivent en force, exigent la reddition, et bombardent jusqu'à soumission totale. Ça marche parce que la plupart des espèces galactiques ne peuvent pas soutenir le stress d'un combat prolongé. L'amiral Catherine Sullivan, dont les cheveux grisonnants contrastaient avec ses yeux d'un bleu perçant, se pencha en avant. Psychologiquement ou psychologiquement ? Les deux. Vasseur fit apparaître des données biologiques. Nos xénobiologistes ont étudié les espèces connues. La plupart ont évolué sur des mondes beaucoup plus cléments que la Terre. Leur réponse au stress est fragile. Un combat qui durerait quelques heures épuiserait complètement un soldat altarien. Un Ixarien en état de choc de combat peut littéralement se fragmenter. Et nous ? Demanda le colonel Mark Webb, spécialiste des opérations spéciales. Nous venons d'un monde où il faut se battre chaque jour juste pour survivre. Notre système nerveux est calibré pour un niveau de danger que la plupart des espèces galactiques considéreraient comme une extinction imminente. Vasseur marqua une pause. En termes simples, messieurs, nous sommes les prédateurs que cette galaxie n'a jamais rencontrés. Stone tambourina des doigts sur la table. Alors pourquoi intervenir ? Nous ne devons rien à ces Zéliens. L'humanité a assez de problèmes sans aller chercher ceux des autres. Sullivan répondit avant Vasseur. Parce que si nous ne le faisons pas, nous établissons un précédent. Nous disons à la galaxie que l'humanité regarde ailleurs quand les faibles sont massacrés. Et un jour, quand ce sera notre tour, nous nous demanderons pourquoi personne ne vient. Webb hocha la tête. Et d'un point de vue tactique, c'est l'occasion rêvée de découvrir ce qui nous attend vraiment là-dehors. Les Vorak utilisent-ils des armes que nous ne connaissons pas ? Des tactiques que nous devons apprendre à contrer. Mieux vaut le savoir maintenant que quand ils frapperont sol. Vasseur regarda chacun d'eux. Alors c'est décidé ? Mettons ça aux voix, dit Stone. Tous ceux en faveur d'une intervention militaire en territoire zélien ? 4 mains se levèrent sans hésitation. Unanime. Stone se leva. Préparez la flotte. Montrons à ces Vorak ce qu'est un vrai monde de la mort. Chapitre 3, l'espoir venu des ténèbres. Lorax ne croyait plus au miracle. Après 6 jours de silence, après avoir évacué les derniers civils vers les colonies intérieures, après avoir regardé les vaisseaux Vorak s'approcher inexorablement, il avait accepté son destin. C'est pourquoi, quand l'Ira fit irruption dans ses quartiers, les yeux écarquillés, il ne comprit pas immédiatement. Ambassadeur. Une réponse. Quelqu'un a répondu. Le cœur de Lorax, ces 2 cœurs en fait, ratèrent un battement. Qui ? Une espèce appelée. L'Ira consulta son pad, les humains. Le nom ne lui disait rien. Il se précipita vers le terminal de communication et accéda à la base de données galactique. Quand l'entrée apparut, il sentit ses jambes se dérober. Terre monde de classe 12. Classification, planète de la mort.
danger environnemental, extrême. Biosphère, hostile à 94% des formes de vie galactique connues. Statut, quarantaine recommandée. La description continuait, détaillant un monde cauchemardesque où la simple atmosphère pouvait être mortelle, où des organismes microscopiques détruisaient les systèmes immunitaires, où les conditions météorologiques et géologiques créaient une instabilité permanente. C'est de là qu'ils viennent, murmura Lorax. Des monstres d'un monde maudit. Et ce sont eux qui viennent nous sauver. Il ne savait pas s'il devait rire ou pleurer. La communication vidéo s'établit. Une femme humaine apparut à l'écran. Elle portait un uniforme d'un bleu profond, ses cheveux noirs coupés courts encadraient un visage aux traits durs mais non dénués de compassion. « Ambassadeur Lorax, dit-elle sans préambule. Je suis l'amiral Hélène Vasseur du commandement de la défense terrestre. Nous avons reçu votre appel à l'aide concernant l'agression Vorak. » Lorax dut s'y reprendre à 2 fois pour parler. « Amiral, je dois vous avertir. L'Empire Vorak n'a jamais été vaincu. Leur flotte. Nous avons étudié vos données, coupa Vasseur, non par impolitesse mais par efficacité. Nos analystes ont identifié plusieurs faiblesses dans leur tactique. Nous sommes actuellement en train d'assembler une force de frappe. Elle sera dans votre espace dans 14 jours. 14 jours, répéta Lorax, incrédule. Mais, que demandez-vous en retour? L'humaine sembla sincèrement surprise. En retour? Ambassadeur, vous avez demandé de l'aide. Des gens meurent. C'est suffisant comme raison. Après la fin de la transmission, Lorax resta assis dans l'obscurité. Toutes les autres espèces avaient négocié, marchandé leur assistance contre des accords commerciaux, des concessions territoriales, des transferts technologiques. Les humains n'avaient rien demandé. Il consulta de nouveau la fiche de classification. Monde de la mort. Classe 12. Que les ancêtres nous protègent, murmura-t-il. Nous avons appelé les démons pour combattre les monstres. Chapitre 4, les enfants de la Terre. La flotte d'intervention rapide Terran se rassembla en orbite de Mars en moins de 72 heures. Ce n'était pas la plus grande flotte jamais déployée par l'humanité, mais c'était la plus mortelle. À bord du vaisseau amiral intrépide, le capitaine Julien Morand observait les autres navires prendre position. 6 destroyers de classe Tempête, 3 croiseurs lourds, 12 frégates d'escorte, et le Ranger, son propre vaisseau d'exploration reconverti en transporteur de troupes. Au total, 23 vaisseaux et 4200 hommes et femmes. Contre une armada qui avait conquis 47 mondes. Briefing dans 10 minutes, annonça l'IA du vaisseau. Morand se dirigea vers la salle de commandement. En chemin, il croisa des marines qui vérifiaient leur équipement, des techniciens qui calibraient les systèmes d'armes, des médecins qui préparaient l'infirmerie. Chacun savait ce qu'il attendait. Chacun était venu volontairement. L'amiral Vasseur se tenait devant une carte holographique du système zélien quand Morand entra. Autour d'elle, les autres commandants de la flotte prenaient place, le colonel Mark Webb des forces spéciales, le capitaine Sarah Chen du destroyer Foudre, le commandant David Kumar du croiseur Titan. « Merci d'être venu », commença Vasseur sans préambule. « Nous avons reçu des mises à jour des Zéliens. La situation est pire que prévu. » L'hologramme changea, montrant les positions ennemies. Morand sentit son estomac se nouer. Les Vorak n'étaient plus à 6 jours. Ils étaient déjà là. 8 dreadnoughts Vorak ont émergé de l'hyperespace il y a 3 heures, continua Vasseur. Ils ont commencé le bombardement orbital de Serenia Prima. Les défenses zéliennes tiennent, mais pas pour longtemps. Combien de temps avant qu'on y soit? Demanda Chen. 12 jours si on pousse les moteurs au maximum. Vasseur marqua une pause. Les Zéliens n'ont pas 12 jours. Peut-être 48 heures avant que leur bouclier planétaire ne cède. Le silence tomba sur la salle. Morand pensa à sa fille, aux milliards d'enfants zéliens qui regardaient le ciel en se demandant si quelqu'un viendrait. Il y a une autre option, dit Kumar lentement. La manœuvre Kepler. Tous les regards se tournèrent vers lui. La manœuvre Kepler était théorique, jamais testée en conditions réelles.
Elle impliquait de pousser les moteurs à 140% de capacité nominale, de faire des sauts hyperespace plus courts mais plus fréquents, et d'ignorer toutes les marges de sécurité. Ça pourrait détruire la moitié de la flotte avant même qu'on arrive, objecta Shen. Ou sauver une civilisation entière, contra Webb. Vasseur les observa tous. Je ne donnerai cet ordre à personne. Chaque capitaine décide pour son propre vaisseau. Morant ne réfléchit pas longtemps. Le Ranger est avec vous. Un par un, tous les commandants acquiescèrent. Alors que les dieux nous protègent, murmura Vasseur. Parce que la physique ne le fera certainement pas. Chapitre 5, le siège. Sur Serenia Prima, le monde brûlait. L'Orax courait dans les couloirs du bunker gouvernemental, les murs tremblant à chaque impact. Les boucliers planétaires tenaient encore, mais leurs générateurs surchauffaient. Encore quelques heures, et il tomberait. Ambassadeur. Lyra le rattrapa, son visage bleuté marqué par l'épuisement. Les évacuations sont complètes. Les derniers civils sont en route vers les colonies intérieures. Et nos défenses? Nos 7 vaisseaux de combat ont été détruits. Sa voix se brisa. Les batteries orbitales tiennent mais. L'Orax, nous n'avons plus rien. Un impact particulièrement violent secoua le bunker. Des alarmes hurlèrent. Quelque part au-dessus d'eux, des gens mouraient. Les humains arrivent dans 12 jours, dit l'Orax, sachant à quel point ces mots sonnaient creux. Nous n'avons pas 12 jours. C'est alors que la communication d'urgence retentit. Une voix rauque, gutturale, emplit le bunker. Le haut-commandeur Traxul Devorak. Peuples zéliens. Votre résistance est admirable mais futile. Nous vous offrons une dernière chance. Rendez-vous immédiatement et nous épargnerons votre monde. Continuez à résister, et nous transformerons votre planète en cendres. Vous avez 1 heure pour décider. Lyra regarda l'Orax. Qu'est-ce qu'on fait? L'Orax ferma les yeux. Il pensa à toutes les civilisations qui s'étaient rendues avant eux. Les Vorak les avaient réduites en esclavage, avaient pillé leurs ressources, avaient éteint leur culture. La reddition n'était pas la survie. C'était juste une mort plus lente. On gagne du temps. On tient. Il ouvrit les yeux. Les humains arrivent. En 12 jours. Alors on tiendra 12 jours. Chapitre 6, course contre la mort. Le Ranger tremblait comme un animal mourant. Morant agrippait les accoudoirs de son fauteuil de commandement tandis que les jauges de température des moteurs dépassaient toutes les limites rouges. Température du cœur à 215%, annonça Cross d'une voix tendue. Nous pourrons perdre le blindage arrière. Combien de temps avant le prochain saut? 4 minutes. Sur l'écran principal, Morant pouvait voir les autres vaisseaux de la flotte. Le destroyer Tempête avait déjà perdu un moteur. La frégate Aurore traînait derrière, ses systèmes de refroidissement en panne. Mais ils avançaient. Plus vite que n'importe quelle flotte dans l'histoire galactique. Message de l'amiral Vasseur, annonça Park. Nous avons reçu une mise à jour des Zéliens. Sa voix faillit. Ils tiennent, capitaine. Les boucliers sont à 12%, mais ils tiennent. Morant sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Combien de temps encore? Nous serons dans leur espace dans 7 heures. 7 heures. Peut-être que les Zéliens les avaient. Peut-être pas. Tous les systèmes non essentiels hors ligne, ordonna Morant. Tout ce qu'on avait dans les moteurs. On ne ralentit pas. Chapitre 7, l'arrivée. Les boucliers tombèrent à 4% quand les capteurs zéliens détectèrent les signatures de sortie d'hyperespace. L'Orax était sur le pont d'observation du bunker, regardant le ciel à travers les fenêtres blindées. Il vit d'abord des éclairs de lumière, comme des étoiles qui naissaient et mouraient en un instant. Puis il les vit. 23 vaisseaux humains émergèrent de l'hyperespace non pas en formation ordonnée, mais dans un chaos contrôlé. Plusieurs traînaient du plasma, d'autres avaient des sections entières noircies par la chaleur. Mais ils étaient là. Et ils ne ralentirent pas.
Les vaisseaux humains foncèrent directement vers la ligne Vorak, leurs armes déjà crachant du feu. Ce n'était pas une approche prudente. Ce n'était pas une tactique défensive. C'était une charge. À bord du dreadnought Vorak dévoreur, le haut-commandeur Traxul observait l'approche avec une curiosité amusée. Il avait conquis 47 mondes. Il avait vu toutes les tactiques possibles. Une force de frappe insignifiante, Gronateil. 23 vaisseaux contre notre armada. Détruisez-les. Mais quand la bataille commença, Traxul comprit qu'il avait fait une terrible erreur. Les vaisseaux humains ne se battaient pas comme les autres espèces galactiques. Ils ne cherchaient pas à maintenir la distance, à user l'ennemi avec des tirs de barrage. Ils plongeaient dans la mêlée avec une agressivité qui défiait toute logique tactique. Le destroyer Foudre passa entre deux croiseurs Vorak, ses canons tonnant des deux côtés. Un vaisseau ennemi explosa. L'autre fut éventré. Les frégates humaines se déplaçaient en meute, coordonnant leurs tirs avec une précision mortelle. Quand un vaisseau Vorak tournait pour en affronter une, deux autres le prenaient à revers. Et puis il y avait les marines. Des capsules d'abordage, des dizaines de capsules furent lancées depuis les croiseurs humains. Elles se fichèrent dans les coques Vorak et des équipes d'assaut débarquèrent. Les Vorak, qui avaient toujours compté sur leur supériorité numérique et leur technologie, découvrirent ce que signifiait combattre des prédateurs évoluant sur un monde de classe 12. Les humains se battaient avec une férocité et une endurance que les Vorak n'avaient jamais rencontrées. Ils ne reculaient pas. Ils ne se rendaient pas. Quand leurs armes étaient vides, ils utilisaient leurs mains. Quand ils étaient blessés, ils continuaient à se battre. Sur le pont du Dévoreur, Traxul regardait ses vaisseaux tomber un par un. Pour la première fois de sa longue carrière militaire, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis son enfance. La peur. Retraite, ordonna-t-il. Toutes les unités, retraite immédiate. Mais il était trop tard. L'Intrépide avait percé leurs lignes arrières. Les vaisseaux Vorak étaient pris en étau. La bataille dura 3 heures. Quand elle se termina, 15 des 18 dreadnoughts Vorak étaient détruits ou capturés. Les 3 autres s'enfuyaient vers l'hyperespace, poursuivis par les frégates humaines. Sur Serenia Prima, l'Orax regardait les débris flotter en orbite. Des débris Vorak, pour la plupart. La flotte humaine était meurtrie, certains vaisseaux à peine capables de maintenir leur orbite, mais elle était victorieuse. Ils l'ont fait, murmura Lyra à côté de lui. Les enfants du monde maudit nous ont sauvés. La communication s'ouvrit. L'amiral Vasseur apparut à l'écran, son uniforme taché de suie, une coupure sur son front, mais souriant. Serenia Prima, ici l'amiral Vasseur. La menace Vorak immédiate est neutralisée. Demandons permission d'approcher pour assistance humanitaire. L'Orax sentit ses jambes céder. Il s'effondra dans son fauteuil, riant et pleurant simultanément. Permission accordée, amiral. Et, merci. Merci. Les heures qui suivirent virent les vaisseaux humains les plus endommagés, dont le Ranger et le Destroyer Foudre, effectuer des atterrissages d'urgence sur les plaines cristallines de Serenia Prima. Les hangars de fortune zéliens, épargnés par les bombardements, devinrent le théâtre d'une collaboration immédiate. Des ingénieurs zéliens aux membres élancés travaillèrent côte à côte avec les mécaniciens humains couverts de graisse, échangeant des outils et des solutions pour colmater les brèches et réaligner les cellules énergétiques. Au-delà des chantiers techniques, le contact s'établit aussi avec la population civile. Les enfants zéliens, aux grands yeux dorés et à la peau bleutée, s'approchèrent d'abord avec une crainte mêlée de curiosité, observant ces étrangers venus des étoiles. Ils offrirent timidement des cristaux luminescents aux enfants des colons humains qui avaient suivi la flotte. Les soldats terriens, émus par le sort de ces petits êtres qui avaient frôlé l'extinction, partagèrent leurs rations de chocolat et montrèrent des hologrammes de la Terre, de ses forêts et de ses océans. Une compassion profonde naquit de ces échanges, tissant un lien silencieux entre deux peuples que tout séparait, mais qu'une même horreur de la guerre et un même amour pour leur progéniture unissaient désormais. Dans l'ombre des vaisseaux scarifiés, au milieu des ruines, c'était plus qu'une alliance qui se scellait, c'était la découverte d'une fraternité inattendue. Épilogue, un nouvel équilibre. 3 mois plus tard,
la station diplomatique de convergence galactique grouillée d'activité. Les représentants de 37 civilisations étaient rassemblés dans la grande salle d'assemblée, un événement rare qui ne se produisait qu'en cas de crise majeure. Au centre de la salle, l'amiral Vasseur se tenait debout, flanqué de l'Orax. Le Zélien avait insisté pour l'accompagner, malgré ses protestations. Le premier conseiller Talos des Altariens prit la parole en premier. Amiral Vasseur, au nom de la Confédération Galactique, nous vous remercions pour votre intervention courageuse dans le système zélien. Cependant, il marqua une pause. Votre méthode a suscité des inquiétudes considérables. Des inquiétudes, répéta Vasseur d'une voix neutre. Votre espèce se bat avec une brutalité que nous trouvons troublante. Les rapports parlent de combats au corps à corps, d'abordage, de tactiques qui défient toute notion de guerre civilisée. Vasseur sentit la colère monter mais la contint. Conseiller Talos, 3 milliards de Zéliens sont morts avant notre arrivée. Combien pensez-vous que votre notion de guerre civilisée aurait sauvé? Un murmure parcourut l'assemblée. La mère des eaux de Thalassa intervint, sa voix chantante portant une note de tristesse. Personne ne conteste que vous avez sauvé des vies, amiral. Mais nous craignons que vous ayez introduit quelque chose de dangereux dans notre galaxie. La violence pour combattre la violence, où cela s'arrête-t-il? Ce fut l'Orax qui répondit, se levant de son siège. Cela s'arrête quand les prédateurs comme les Vorak apprennent qu'il existe des conséquences à leurs actions. Il regarda chaque représentant. Vous m'avez tous refusé quand j'ai appelé à l'aide. Tous. Vous aviez vos raisons, vos calculs, vos principes. Mais pendant que vous débattiez de la moralité de l'intervention, mon peuple mourait. Le silence était total. Les humains n'ont rien demandé en retour, continua l'Orax. Pas de territoire. Pas de concession commerciale. Pas de transfert technologique. Ils sont venus parce que c'était la bonne chose à faire. Et vous osez les juger? Talos sembla se rétrécir légèrement. Ambassadeur l'Orax, nous. Je ne veux pas entendre vos excuses, coupa l'Orax. Je veux que vous réfléchissiez à ceci, la prochaine fois qu'une civilisation appellera à l'aide, qui pensez-vous qu'elle contactera en premier? Les sages altariens avec leurs débats et leurs refus polis? Ou les humains qui ont traversé la moitié de la galaxie pour sauver des étrangers? Un représentant carien, créature insectoïde recouverte de chitine dorée, cliqueta ses mandibules. Vous suggérez que les humains deviennent les protecteurs de la galaxie? C'est absurde. Ils viennent à peine de découvrir le voyage interstellaire. Vasseur sourit légèrement. Nous ne voulons pas être les protecteurs de qui que ce soit. Nous voulons juste vivre en paix. Mais si quelqu'un appelle à l'aide et que personne d'autre ne répond. Elle laissa la phrase en suspens. La matrice collective de Nixara résonna. Nos simulations montrent que l'équilibre galactique a changé. L'Empire Vorak est en retraite. Ils ont perdu 3 flottes supplémentaires en essayant de reprendre le système zélien. D'autres puissances agressives reconsidèrent leur stratégie. Parce qu'ils ont peur, dit le représentant des Luminars, être d'énergie pure dont la forme scintillait. Peur que les humains interviennent. Tant mieux, répondit Vasseur simplement. Qu'ils aient peur. Peut-être que la peur les empêchera de massacrer des innocents. Talos leva une main vaporeuse. Ceci nécessite une discussion plus approfondie. Mais amiral Vasseur, ambassadeur l'Orax, au nom de la Confédération, nous vous offrons nos remerciements officiels. Et nos excuses. Après la session, Vasseur et l'Orax marchèrent ensemble dans les couloirs de la station. Par les baies vitrées, on pouvait voir des dizaines de vaisseaux de différentes civilisations. Vous pensez qu'ils ont compris? Demanda l'Orax. Certains oui. D'autres non. Vasseur s'arrêta devant une fenêtre. Mais ce n'est pas grave. Nous n'avons pas fait ça pour leur approbation. Pourquoi l'avez-vous fait alors? La question était sincère, curieuse. Vasseur pensa à sa fille, aux enfants zéliens, à tous les enfants de la galaxie qui méritaient de grandir en sécurité. Parce que nous venons d'un monde qui nous a appris que la survie nécessite de se battre.
Mais l'humanité nous a aussi appris que certaines batailles méritent d'être menées même quand les chances sont contre nous. Elle se tourna vers l'Orax. Et puis, ambassadeur, il y a une vieille phrase sur Terre, tout ce qu'il faut pour que le mal triomphe, c'est que les bonnes personnes ne fassent rien. Nous avons décidé de faire quelque chose. Et il y a autre chose, ambassadeur. Une vérité que nous avons redécouverte en vous aidant. On peut connaître la fierté d'une victoire, la satisfaction du devoir accompli, mais il n'y a pas de sentiment au monde qui surpasse la certitude d'avoir tendu la main à un autre être et de l'avoir sauvé du néant. C'est une forme de bonheur qui ne ressemble à aucune autre. Aucun triomphe, aucune richesse, aucune conquête ne peut l'égaler. C'est peut-être la plus belle leçon que votre peuple nous ait offerte en retour, le don de pouvoir éprouver cela. L'Orax hocha lentement la tête. Les enfants du monde maudit, murmura-t-il. Les autres civilisations, forgées dans des mondes cléments, ont appris à préserver leur confort et leur sécurité. Leur compassion s'arrête là où commence le risque. Mais vous? Sa voix se fit plus profonde, chargée d'une révélation. Vous qui avez été façonné par l'adversité, vous savez que la véritable force ne réside pas dans la préservation de soi, mais dans la capacité à se risquer pour autrui. Votre monde maudit vous a appris à reconnaître la souffrance chez les autres, car vous l'avez trop souvent croisée chez vous. Peut-être est-ce exactement ce dont cette galaxie avait besoin. Dans l'espace profond, le haut-commandeur Traxul regardait les étoiles depuis le pont de son nouveau vaisseau amiral. L'Empire Vorak avait subi sa première défaite en 100 ans. 3 de ses flottes détruites. Des dizaines de mondes conquis en rébellion maintenant que les humains offraient leur protection. Que savons-nous d'eux? Demanda-t-il à son conseiller scientifique. Peu de choses, commandeur. Ils viennent d'un monde que la plupart considèrent inhabitable. Leur physiologie est remarquable. Leur psychologie plus encore. Peuvent-ils être vaincus? Le conseiller hésita. En théorie, oui. Mais cela nécessiterait des ressources considérables. Et le coût? Le coût me serait égal si cela les éliminait. Traxul se pencha en avant. Trouvez leurs faiblesses. Étudiez-les. Un jour, nous retournerons dans le système zélien. Et cette fois, nous serons prêts pour les humains. Mais dans son fort intérieur, pour la première fois de sa vie, le haut-commandeur se demandait s'il existait des ennemis trop dangereux pour être affrontés. Des ennemis venus d'un monde maudit, forgé par la mort elle-même, qui se battaient non par conquête mais par conviction. Les enfants de la Terre avaient changé la galaxie. Et la galaxie ne serait plus jamais la même.